Tout à fait, via le confort de mon salon. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être présent ici avec moi. J'aimerais tout d'abord répondre à la question qui se trouve dans le titre du colloque. Après la pandémie, austérité, relance ou transition? Donc, je crois qu'il faut résolument choisir la transition socio-écologique. Et comme l'a dit ma consoeur Nollywood Delanon, il s'agit de la seule issue raisonnable. Je crois aussi que l'économie sociale, c'est le sujet de ma discussion aujourd'hui, a le potentiel de jouer un rôle déterminant dans cette transition. Cela dit, le mouvement de l'économie sociale reste à ce jour un petit joueur économique au Québec. On y trouve grosso modo 10% de l'économie à tout casser, avec environ 100 000 emplois, en incluant tous les dollars et les employés du mouvement Desjardins. De plus, si l'économie sociale est présente dans tous les secteurs d'activité, son modèle est très souvent perçu et utilisé comme le champion des causes perdues, celles que ni le marché ni l'État veulent s'occuper. Ce faisant, une grande partie des entreprises d'économie sociale ne remet pas en question ce qui se passe dans le marché traditionnel parce qu'elle en profite. Un estimé confrère est même allé jusqu'à dire que si les entreprises d'économie sociale continuaient comme ça, elles passeraient à l'histoire comme étant les éboueuses du capitalisme. Peut-être pour être un peu moins caustique, j'opterais pour la métaphore de la voiture-balai. Certains connaissent le Tour de France. Donc, c'est la fameuse voiture qui s'occupe de ramasser les cyclistes blessés ou exténués à la fin d'une étape du Tour de France. Donc, ce rôle de voiture-balai convient à certaines personnes ou certains groupes promoteurs qui y voient une occasion d'entreprendre et de se tailler une place à travers les failles et imperfections du marché. Mais d'autres personnes, dont je fais partie, considèrent que ce rôle réduit considérablement la promesse intrinsèque à l'économie sociale et la fait passer à côté de sa substantifique moelle qui est plus révolutionnaire. Donc, afin de participer adéquatement à la transition socio-écologique, afin de jouer le rôle qu'elle est appelée à jouer dans ce grand défi que l'espèce humaine doit affronter, l'économie sociale doit, selon moi, faire preuve de beaucoup plus d'audace. Le mot audace provient du latin odeo, qui veut dire oser. Dans la perspective de la transition socio-écologique, l'audace doit devenir la valeur cardinale de l'économie sociale. Celle-ci doit oser tirer parti de sa radicalité intrinsèque. Pour les fins de ma présentation, je dirais que le concept d'audace revêt au moins 3 significations, distinctes et complémentaires, toutes 3 très importantes pour l'économie sociale. Le courage d'être, l'originalité et l'ambition. La première dimension de l'audace, c'est-à-dire le courage d'être, renvoie à l'idée que l'économie sociale ne doit pas se voir à travers les yeux et les mots des autres, mais par les mots et les caractéristiques qu'elle choisit et qui lui conviennent. Voici quelques exemples qui vous aideront à comprendre ce que je veux dire. Le premier exemple, au Québec, on utilise encore trop souvent les expressions organisme sans but lucratif et organisme à but non lucratif, même si, soit dit en passant, ces 2 expressions ne se retrouvent pas dans la loi. Ces 2 appellations mettent l'accent sur l'absence du lucre, ce qui n'est pas là, plutôt que sur ce qui est au cœur de ces entreprises d'économie sociale. Deuxième exemple, ici comme ailleurs dans le monde, on associe l'économie sociale au tiers secteur, un peu comme le tiers-État à l'époque, qui incluait les roturiers, la populace et toutes les personnes qui n'avaient pas de titre de noblesse. Troisième exemple, le gourou du management, Henri Mintzberg, parle des 3 pattes d'un tabouret pour créer une société équilibrée. Dans cette vision, l'économie sociale n'est qu'une patte. L'économie sociale est en quelque sorte victime d'exonymie, c'est-à-dire qu'elle est désignée par des noms imposés par d'autres groupes dont certains lui sont hostiles. Cela dit, même les noms qu'elle choisit par elle-même et pour elle-même ne sont pas idoines. Je crois, mais là je risque d'écorcher quelques sensibilités, qu'il serait temps de penser à présenter l'économie sociale non pas comme l'économie sociale, mais comme l'économie solidaire. Pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, toute économie est sociale. Les capitalistes l'ont bien compris en inventant les concepts d'entrepreneuriat social, de social business, etc. Un peu comme le Québec qui s'est fait voler la poutine par le Canada, l'économie sociale s'est fait voler son adjectif par les capitalistes. Non seulement cela brouille les cartes, mais cela maintient aussi l'idée d'un cantonnement de l'économie sociale comme une forme de travail social à une économie de la charité plutôt que de la solidarité. Par contre, l'adjectif solidaire met davantage l'accent sur la notion de réciprocité, chère à Karl Polanyi, en insistant par ailleurs sur sa prédominance par rapport au principe du marché et de la redistribution. Cet adjectif propose, et c'est ce qui en fait, il le rend plus important, une révolution politique.
en valorisant des activités de production, d'échange, d'épargne, de consommation, contribuant à la démocratisation de l'économie à partir d'engagements citoyens. Donc, dans une perspective de transition socio-écologique, la régénération de l'environnement doit aller de pair avec la démocratisation de l'économie et des autres aspects de la vie en société. Si l'on ne veut pas d'un avenir dystopique à la Mad Max, la transition doit se faire par, pour et avec les gens. J'ai l'intime conviction que la transition sera démocratique ou ne sera pas. Évidemment, il faut aller au-delà des mots. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils appuyer le courage de l'économie sociale, ce courage d'être? Je crois que le premier geste à poser est de revoir la loi sur les compagnies, c'est-à-dire celle qui gouverne les associations. Cette loi est vétuste et ne rend pas honneur aux entreprises associatives qui font partie de l'économie sociale. Le deuxième geste à poser est de renommer la loi sur l'économie sociale, la loi sur l'économie solidaire, et surtout de placer la démocratie et la transition socio-écologique encore plus au cœur de sa définition. Le troisième geste à poser est d'inclure les fondements de la démocratie organisationnelle dans le programme scolaire du primaire et du secondaire. Le quatrième geste à poser de la part des pouvoirs publics est de privilégier les entreprises gérées démocratiquement dans les petits ou les grands appels à projets gouvernementaux. Voilà ce que je voulais dire sur la dimension du courage d'être. La deuxième forme d'audace à considérer est l'originalité, l'inventivité ou l'innovation. D'une part, il est important, selon moi, que le caractère résolument innovateur de certaines propositions émanant de l'économie sociale soit davantage reconnu et appuyé. Par exemple, le modèle des accorderies est l'une des plus belles innovations sociales à avoir vu le jour au Québec dans les 50 dernières années, pas très loin derrière ou devant les CPE, c'est selon. Les accorderies promeuvent l'inclusion sociale et la participation de tout et un chacun à la vie sociale. C'est un outil incroyable pour une transition socio-écologique, car il est résolument anticapitaliste et démocratique. Des gens de plusieurs pays viennent l'étudier afin de voir comment il peut être adapté ailleurs. Pourtant, ici, dans le pays qui les a vus naître, les accorderies peinent à survivre dans plusieurs régions, faute d'appui. Encore une fois, nul salut hors du marché. D'autre part, l'économie sociale doit être encore plus au cœur de l'écosystème d'innovation au Québec, sans pour autant avoir à y perdre son âme. Certaines innovations technologiques émanant de l'économie sociale sont en concurrence frontale avec des joueurs internationaux aux poches bien garnies. Les promoteurs de l'économie sociale ont parfois tendance à diluer la radicalité de leurs propositions, notamment en matière de démocratie, pour attirer les investissements, ce qu'il faut éviter. Dans une perspective de transition socio-écologique, les innovations sociales émancipatrices, comme le dit mon collègue Jonathan Durand-Folco, et low-tech de l'économie sociale doivent être priorisées. Lorsque des innovations technologiques, pas nécessairement low-tech, sont considérées, les critères démocratiques et de juste distribution des profits doivent être au cœur de la prise de décision. Donc, comment les pouvoirs publics peuvent appuyer l'innovation en économie sociale? D'abord, il faut donner aux innovations sociales émancipatrices et low-tech un statut égal ou supérieur aux innovations technologiques et les financer convenablement. Deuxièmement, il faut rajouter un critère démocratique aux critères de sélection des innovations qui reçoivent de l'aide gouvernementale. En d'autres termes, la justice distributive, pour utiliser l'expression de Nancy Fraser, doit être au cœur des politiques d'investissement gouvernemental. Donc, voilà ce que je voulais dire brièvement au sujet de la dimension Luc, est-ce que je innovation. peux te demander de ralentir un peu, s'il te plaît, Bien pour sûr, la bien sûr. traduction? Merci. La troisième forme d'audace est l'ambition. C'est ma préférée. Pour se donner les moyens de son ambition, les entreprises d'économie sociale doivent en faire beaucoup plus en matière d'intercoopération. Je caricature un peu, mais l'intercoopération se résume trop souvent à adhérer à une fédération sectorielle. C'est ce qu'on appelle de l'intercoopération verticale. Ce qu'il faut dorénavant privilégier pour favoriser une transition socio-écologique, c'est l'intercoopération horizontale entre des entreprises de différentes natures et dans différents secteurs d'activité. Un superbe exemple est le regroupement Les Licornes en France. Licorne avec 2 O. En effet, ce regroupement de 9 coopératives de solidarité souhaite donner à leurs membres le pouvoir de transformer radicalement l'économie en construisant un écosystème entièrement coopératif. L'objectif des licornes
est de construire une plateforme qui relie un fournisseur d'électricité, un opérateur télécom, un système de covoiturage, un fournisseur d'appareils électroniques, une banque éthique, un système ferroviaire, etc. À terme, les particuliers, les professionnels et les collectivités pourront choisir un bouquet de services entièrement coopératifs. Ça, c'est ce que j'appelle de l'ambition. Bien sûr, il faut continuer de promouvoir l'intercoopération verticale, surtout lorsque cela permet de favoriser le changement d'échelle ou, plus prosaïquement, la survie de petits commerces de quartier. Il y a de beaux exemples d'intercoopération, mais je dois noter la remarquable réussite de la coopérative Les Libraires, qui regroupe plus d'une centaine de librairies indépendantes du Québec, de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick. Pour arriver à reproduire de belles réussites comme celle-là, il faut favoriser l'interopérabilité des systèmes d'information. C'est un enjeu technique, je l'avoue, ce n'est pas tout le monde qui est intéressé par ça, mais c'est essentiel pour l'intercoopération. J'aimerais préciser que quand on parle de standards d'interopérabilité, on n'implique pas nécessairement une course folle vers plus de high-tech. Dans une perspective de transition socio-écologique, il faut appuyer les commerces locaux en leur permettant de tisser des liens solides avec des commerces similaires ailleurs dans le monde ou des commerces complémentaires à proximité. L'idée est d'empêcher les conglomérats et autres surfaces, de grandes surfaces, de s'approprier peu à peu tout l'espace et créer des monopoles. Comment les pouvoirs publics peuvent-ils appuyer l'ambition de l'économie sociale en matière d'intercoopération? Deux choses. Je pense que ça commence par un leadership des différents acteurs et paliers gouvernementaux. Ils doivent reconnaître que l'interopérabilité est un objectif stratégique pour une économie de la transition, puis participer à définir des standards d'interopérabilité sur lesquels devront s'aligner toutes les agences publiques. Cela créera de la visibilité et de la confiance pour les acteurs de l'économie sociale. Ensuite, les gouvernements doivent donner la capacité aux entreprises d'économie sociale de s'équiper elles-mêmes de ces standards d'interopérabilité. Pour ce faire, il faut des subventions pour former les gestionnaires à concevoir des projets numériques ambitieux sans peser trop fort sur l'environnement. Il faut aussi subventionner des projets numériques qui intègrent les standards. Il faut, troisièmement, mettre à disposition des outils open source qui intègrent ces standards et permettent au regroupement d'entreprises d'économie sociale de développer des applications compatibles et à bas coût. Donc, c'est véritablement très urgent de favoriser l'interopérabilité et de favoriser une interopérabilité open source au service des entreprises d'économie sociale et de la transition socio-écologique. C'est ce que je voulais dire concernant la dimension ambition de l'audace. Jusqu'à maintenant, ce que j'ai mentionné, ce que je cherche à mentionner, c'est que les entreprises d'économie sociale, le mouvement de l'économie sociale peut faire beaucoup de choses, mais il a besoin, un peu comme le disait ma collègue Noliway, il a besoin du gouvernement. C'est entre autres le gouvernement qui décide ce sur quoi il met l'accent dans ses politiques, dans la législation, dans ses politiques d'investissement. En conclusion, je crois que l'économie sociale doit faire partie de la solution pour une sortie de crise et une transition socio-écologique. Cela étant dit, je ne suis pas convaincu qu'elle soit en mesure d'avoir des retombées significatives si elle ne fait pas preuve d'encore plus d'audace. Elle doit rejeter le rôle de voiture-balai de l'économie qu'on lui impose et qu'elle s'impose elle-même. Elle doit miser sur des innovations sociales émancipatrices et adopter un état d'esprit résolument tourné vers l'intercoopération, autant horizontale que verticale. Merci.